Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, à tout de suite, les titres. La CENI a demandé des propositions d'amélioration de la loi électorale. Dans le but d'améliorer cette loi, les acteurs concernés ont jusqu'au 20 juillet prochain pour apporter leurs suggestions à la CENI selon les informations émanant de cette institution. Le district de Vuibat dans la région de Haute-Matsiach a été doté de son premier hôpital aux normes avec tous ses équipements médicaux, dernier cri et performants sous le régime d'Anjrazwil. Le chef de l'État et son épouse avaient inauguré ce jour l'hôpital Manarapench avec les représentants des autorités sur place, dont Nicolas Rabé-Mananzar, le vice-président du Sénat en charge du sud du pays. Les élus de la province de Fianarantsoa ont été écoutés lors du conseil des ministres qui s'est tenu à Fianarantsoa hier. La réouverture de la ligne ferroviaire FCE, celle de l'aéroport de Fianarantsoa, celle du port de Manakar et le dragage du canal des Pangalan doivent être priorisés par l'État malagasy, selon le rapporteur général du Sénat, Raymond Nall. Au Moyen-Orient, les Gazaouis n'en finissent plus d'enterrer leurs proches et la situation ne fera qu'empirer, prédit le président Donald Trump, qui presse le Hamas pour un arrêt des hostilités. À une des actualités, la CENI a demandé des propositions d'amélioration de la loi électorale dans le but d'améliorer cette loi. Les acteurs concernés ont jusqu'au 20 juillet prochain pour apporter leurs suggestions à la CENI selon les informations émanant de cette institution. À part les acteurs politiques, cette commission a également demandé l'avis de ses démembrements sur le dernier cycle électoral qu'ils viennent d'organiser. Une manière de récolter les critiques et les améliorations avant d'établir une réforme de la loi électorale à Madagascar. Reportage de Angela Larsou et Omega Ranevzona. La Commission électorale nationale indépendante doit rassembler les propositions des forces politiques ainsi que celles de tous les acteurs concernés par les élections à Madagascar après chaque cycle électoral, selon la loi qui régit cet organe. Après la réalisation des dernières élections présidentielles, législatives et communales, la CENI doit maintenant recueillir ses propositions auprès des politiciens, de la société civile, des partenaires internationaux, mais aussi auprès de ses démembrements dans le but de rassembler les critiques et les améliorations concernant la réalisation des élections. Ces entités concernées auront jusqu'au 20 juillet pour envoyer leurs propositions à cette commission. À part les propositions des forces politiques et celles des autres acteurs dans le processus électoral à Madagascar, le point de vue des démembrements de cette commission s'avère aussi être primordial pour améliorer la tenue des prochaines élections. Ainsi, un questionnaire leur a déjà été envoyé afin qu'ils puissent donner leur évaluation de ces 3 élections réalisées dernièrement. Cette première étape est utile pour l'auto-évaluation de la CENI qui aura lieu au mois d'août de cette année. Ces propositions serviront de documents stratégiques en vue d'une amélioration et d'une réforme de la loi électorale dans le pays, d'après toujours la CENI. Mais à part les expériences tirées des dernières élections, qui s'étaient toutes déroulées selon le suffrage universel direct, les expériences qui vont être recueillies après les prochaines élections sénatoriales, qui se feront cette fois-ci selon le suffrage universel indirect, seront également à prendre en compte sont toujours cette commission électorale nationale. C'est seulement après ces récoltes de propositions que la concertation nationale et le partage du document stratégique seront effectués. Ces dernières étapes sont prévues se tenir au premier semestre de l'année 2026, a expliqué la secrétaire exécutive adjointe de la CENI.
Le district de Vuibatu dans la région de Haute-Matiache a été doté de son premier hôpital aux normes avec tous ses équipements médicaux dernier cri et performants sous le régime d'Andrzej. Le chef de l'État et son épouse avaient inauguré ce jour l'hôpital Manarapinch avec les représentants des autorités sur place, dont Nicolas Rabé-Mananzara, le vice-président du Sénat, en charge du sud du pays. L'une des particularités de l'hôpital est l'existence au sein d'un bloc opératoire complet et qui va permettre de sauver de nombreuses vies, notamment celles des mères qui rencontrent des difficultés lors de l'accouchement. Fiavnadoni et Yves Rassat. Les images que nous voyons ne sont pas celles d'un hôpital dans la capitale, ni celles d'un établissement de santé dans un chef-lieu de district. Il s'agit d'un hôpital aux normes dans une commune rurale du district de Vuibatu, dans la région de Haute-Matiache. Avant, les interventions chirurgicales pour traiter l'appendicite et les césariennes étaient impossibles à réaliser dans le district de Vuibatu. Les patients devaient quitter le district pour rejoindre l'hôpital de Fenaratsu, voire Antananarivo. Aujourd'hui, tout est possible grâce à l'hôpital aux normes, selon le docteur Erzura Kutvau, chirurgien du bloc opératoire du dit établissement. Le président de la République André Rajoelina et la première dame Mial Rajoelina ont fait le déplacement jusque dans la commune rurale d'Anakamis-Itin pour inaugurer l'infrastructure flambant neuve. La préparation massive des représentants des autorités sur place témoigne de l'importance particulière de l'événement. Comme l'avait souligné le chef de l'État, c'est la première fois que tous les parlementaires et tous les membres du gouvernement sont au grand complet dans le district de Vuibatu. Les sénateurs sont dirigés par Nicolas Rabé-Mananzara, vice-président du Sénat en charge du triangle du sud du pays. L'existence du bloc opératoire et la particularité de l'hôpital Manarapinch. Selon le chirurgien, les interventions d'urgence, les opérations pour traiter les grossesses extra-utérines, les césariennes ou encore les interventions chirurgicales pour traiter les plaies traumatiques occasionnées par les accidents peuvent être effectuées sur place. À part le bloc opératoire, l'hôpital aux normes de Vuibatu possède un laboratoire, un service de radiologie numérique et d'échographie numérique. Depuis le premier mandat d'André Rajoelina jusqu'à ce jour, 30 hôpitaux aux normes ont été construits dans tout le pays, contre 18 hôpitaux bâtis entre 1960 et 2019. Nous ne faisons pas dans le discours, nous sommes dans l'action. Ce ne seront pas les critiques de l'opposition qui vont changer le quotidien de la population, selon les mots d'André Rajoelina. Les faits sont là, et ceux qui font semblant de ne rien voir sont aveuglés par le mépris, selon encore André Rajoelina, fustigeant le camp de ses adversaires. La consécration de l'hôpital de Vuibatu n'en est qu'une parmi les nombreuses inaugurations d'infrastructures effectuées par le couple présidentiel ce jour. Dans l'après-midi, ils étaient également attendus à Alakamisambuma, dans le district de la Languine et à Fianarantsoa. Les élus de la province de Fianarantsoa ont été écoutés lors du Conseil des ministres qui s'est tenu à Fianarantsoa hier. La réouverture de la ligne ferroviaire FCE, celle de l'aéroport de Fianarantsoa, celle du port de Manakar et le dragage du canal des Pangalan doivent être priorisés par l'État malagasy selon le rapporteur général du Sénat, Raymond Nall. L'extension du barrage de Namourne en vue d'obtenir un approvisionnement en électricité est une solution au délestage qui sévit dans les régions de Vadvav et de Fitfnan selon proposition des élus locaux pendant le Conseil des ministres. Un reportage de Zora Parton. Comme cela a été le cas lors de tous les précédents Conseils des ministres décentralisés, les élus de Fianarantsoa ont également assisté au Conseil des ministres tenu hier à Fianarantsoa. Les sénateurs ont été représentés par le vice-président du Sénat, Nicolas Rabé-Mananzara, le rapporteur général du Sénat, Raymond Nall, et le doyen des sénateurs, Djemanzar Jean-André. Raymond Nall a rapporté les revendications de tous les élus de la province de Fianarantsoa. La réouverture de la ligne FCE est notamment revendiquée par les élus afin de faciliter la circulation des produits locaux. Aucun vol ne desservant Fianarantsoa. Raymond Nall a sollicité la réouverture de l'aéroport de Beravn à Fianarantsoa. Les élus ont également revendiqué la réouverture du port de Manakar fermé depuis de nombreuses années et le dragage du canal des Pangalan pour faciliter les échanges commerciaux. Comme solution au délestage, les élus de la province de Fianarantsoa ont proposé l'extension du barrage de Namourne. Hier même, le président de la République a reçu ces demandes des élus de la province de Fianarantsoa, selon le communiqué du Conseil des ministres d'hier.
Le motif religieux et le respect des valeurs culturelles malagasy restent les principaux arguments sur lesquels se basent les opposants à l'assouplissement du code pénal qui interdit la pratique de l'interruption thérapeutique de la grossesse à Madagascar, d'après une organisation qui soutient la légalisation de l'interruption thérapeutique de la grossesse. Les victimes de viols et d'inceste sont de plus en plus jeunes et près de 3 femmes par jour meurent à cause d'une interruption de grossesse non sécurisée, souligne cette organisation. Cette dernière lance un mouvement dont l'objectif est d'ouvrir un dialogue interreligieux en impliquant les leaders religieux de la zone de l'océan Indien et du continent africain afin de débattre sur le droit de choisir, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive. Elisa Hermana et Eric Ranevson. Toujours aucune évolution en vue jusqu'à présent en ce qui concerne la légalisation de l'ITG ou interruption thérapeutique de la grossesse à Madagascar, même pour celles qui doivent être pratiquées pour des raisons médicales, notamment en cas de viol, d'inceste ou quand la vie de la mère est menacée. Pourtant, il est constaté que cette interdiction pénale n'empêche pas les femmes d'y avoir recours. Près de 75 000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année, selon les estimations relayées par le ministère de la Santé publique, et environ 3 femmes par jour meurent de cette cause. L'assouplissement de l'article 317 du Code pénal qui interdit l'interruption thérapeutique de la grossesse soutenue par de nombreuses organisations n'a pas pu aboutir face à des opposants qui se basent généralement sur 2 concepts, dont celui religieux et celui culturel, explique une organisation qui soutient cette initiative. Un mouvement communautaire qui vise la légalisation de l'ITG, sécurisé à Madagascar, a alors été initié par cette organisation. L'objectif étant de contribuer à instaurer des dialogues interreligieux en impliquant les leaders religieux, des débats autour des droits des femmes et des échanges sur la compatibilité entre foi et droit de choisir, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, sont au programme. De son côté, le gouvernement maintient sa position, interdisant l'ITG, comme l'a annoncé récemment le ministre de la Justice malagasy en marge du Conseil des droits de l'homme à Genève. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Moyen-Orient, les Gazaouis n'en finissent plus d'enterrer leurs proches et la situation ne fera qu'empirer, prédit le président Donald Trump, qui presse le Hamas pour un arrêt des hostilités. Il se montre confiant pour ce qui est de Benjamin Netanyahou et croit en un accord la semaine prochaine. Reportage de France 24. Les Gazaouis n'en finissent plus d'enterrer leurs proches. Chaque jour, de nouvelles frappes, de nouveaux blessés, de nouveaux morts. Et la situation ne fera qu'empirer, dit Donald Trump. Une manière pour le président des États-Unis de mettre la pression sur le Hamas pour accepter la proposition américaine de cessez-le-feu. Pour ce qui est de l'autre partie, il se montre confiant. Comment allez-vous faire avec Netanyahou pour mettre fin à la guerre à Gaza? Je serai ferme, très ferme. Mais lui aussi veut ça. Il vient ici la semaine prochaine, il veut aussi en finir. Je pense que nous aurons un accord la semaine prochaine. C'est ce que je pense. Un peu plus tôt, le président américain affirmait sur son réseau social que l'État hébreu avait déjà accepté les conditions du projet. Et le Premier ministre israélien semble lui aussi se tourner vers le futur, sans pour autant s'exprimer au passé. Je vous le dis, il n'y aura pas de Hamas, pas de Hamastan. Nous ne reviendrons pas là-dessus. C'est fini. Nous libérerons tous nos otages et nous éliminerons le Hamas. Nous ferons les deux en même temps. Contrairement à ce que les gens disent, c'est impossible, vous ne pouvez pas les déraciner. Nous les détruirons jusqu'à leur fondation. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères confirme l'accord de principe d'Israël. Nous sommes sérieux dans notre volonté de parvenir à un accord sur les otages et à un cessez-le-feu. Nous avons dit oui aux propositions de l'envoyé spécial Witkoff. Il y a des signes positifs. Je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Mais notre objectif est d'entamer des pourparlers de proximité dès que possible. Pour étoffer le CV du faiseur de paix Donald Trump, reste à avoir la réponse du Hamas. Le mouvement islamiste affirme pour le moment discuter de propositions et mener des consultations. Ainsi s'achève notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.